Bonsoir à tous, bienvenue au Cinéma Capitole, bienvenue dans la plus belle salle de la Cinémathèque suisse. C'est une soirée un petit peu particulière, un peu spéciale pour nous et pour plusieurs raisons. La première raison, c'est qu'on va voir ce soir un film qui est ancré dans des convictions, un film important et un film inédit pour la plupart d'entre nous, parce qu'il a tourné dans des festivals, mais qu'on n'a pas encore vu à la télé, même si ça devrait arriver normalement bientôt, et parce qu'on n'a pas eu l'occasion de le voir, en Suisse, enfin oui, une fois, mais peu. Donc pour la plupart d'entre nous, ça va être une belle découverte. La deuxième raison, c'est que ce soir, ça a été l'occasion d'une belle collaboration avec Droits sans frontières, qui regroupe une cinquantaine d'associations au cœur d'une campagne importante. Ce film, évidemment, a été choisi en fonction de cette campagne, et puis on va en parler dans quelques instants avec les responsables de cette campagne. Et puis la troisième raison pour laquelle cette soirée est un tout petit peu particulière, elle est liée à la Cinémathèque suisse, parce que, comme vous le savez, c'est la dernière projection pour un certain temps. Depuis ce soir et jusqu'au 28 août, plus de projection, et ce pour une raison que vous connaissez, la plupart d'entre vous. Effectivement, on a des nouveaux locaux qui sont en construction, un nouveau centre de recherche et d'archivage à Panta. On va amener tous nos films là-bas. Tous nos films sont gardés dans de bonnes conditions d'humidité, de température. Toutes nos bobines, c'est-à-dire 70 000 films, seront gardés pour les futures générations, ce qui est aujourd'hui pas du tout garanti. Et ça implique un déménagement, un gros déménagement. Alors l'équipe de la Cinémathèque y travaille depuis un certain temps, mais ces prochains mois, c'est toute la Cinémathèque qui va bosser pour ce déménagement, pas pour transporter les films, on a du personnel pour ça, mais pour l'organiser, et c'est un très très gros boulot. C'est pour ça que pendant cet été, il n'y aura pas de projection à Montbenon et à la Cinémathèque, et on se retrouvera à la fin du mois d'août pour une projection exceptionnelle de City Lights de Charlie Chaplin, avec l'orchestre des Jardins musicaux de Cernier, un petit peu à l'image du spectacle que certains d'entre vous ont vu l'année passée. Je ne vais pas faire trop long, mais je vais demander à Inès Campan, cinéaste, de me rejoindre sur scène. C'est elle qui a tourné le documentaire À ciel ouvert, qu'on va découvrir dans quelques instants. Et je vais demander à Michel Aguerre aussi, coordinateur roman de la campagne Droits sans frontières, de me rejoindre. Alors, cette soirée, ça va être d'abord du cinéma, et puis une vraie discussion. Mais Inès Campan, peut-être juste quelques mots sur le documentaire qu'on va voir, qui vous a occupé pendant 3 ans de votre vie, et que vous avez porté vraiment vous avec tout votre cœur. Oui, mais déjà, merci à vous d'être présent. Et puis c'est vrai que je suis contente de présenter ce film, en tout cas dans ce beau lieu du Capitole. Et puis donc merci à la Cinémathèque et Alliance Sud et Droits sans frontières. C'est vrai que forcément c'est un film qui a déjà beaucoup tourné. Et c'est vrai que là pour moi, je tenais à venir le présenter ici parce que ça avait du sens aussi de le présenter en Suisse. Enfin, vous verrez pourquoi aussi dans le film, même si ça traite d'une multinationale canadienne, je pense qu'il y a des choses qui résonnent avec ce qui peut se passer en Suisse. Donc c'est vrai que c'est un film, ça a été une longue aventure qui m'a même occupé plus que 3 ans. Parce que c'est déjà un sujet qui avait germé dans ma tête depuis longtemps. Et c'est vrai que vous verrez, c'est un tournage qui a eu lieu, qui s'est échelonné sur 3 ans. Voilà. Il y a eu 3 fois 2 mois de tournage. Donc vous allez découvrir l'histoire. Et c'est vrai que c'est un film que j'ai pris le temps de faire dans le sens où j'ai commencé, mais je voulais garder la liberté de décider que j'arrêtais de filmer à un moment donné. Mais c'est vrai c'est pas un film que j'ai fait pour la télé, justement, c'est un film qui est sorti en salle dans le sens où je voulais pas avoir de contraintes de temps. Enfin voilà, c'est un film que je voulais prendre le temps de faire parce que vous allez voir que le temps chez ces populations, ils le prennent aussi eux, donc il fallait que je sois en rythme avec ce qui se passait, avec des fois des accélérations, mais aussi des fois des moments où il se passe rien, et ce rien, des fois, est très important. Voilà. Donc, voilà. Après, je suis là pour surtout discuter du film après le film, parce que c'est un film dont le tournage s'est terminé maintenant il y a plus de 3 ans, donc forcément, il s'est passé pas mal de choses depuis. Et entre autres, je suis allée le présenter en Argentine l'an dernier aussi, donc forcément, après le film, vous aurez certainement des questions par rapport à ce qui s'est passé après le film aussi. Voilà. Merci beaucoup. On va juste, Michel Aguerre, 2 mots d'abord sur cette collaboration, mais aussi, dites-nous rapidement, Droits sans frontières, c'est une organisation fêtière qui regroupe 50 associations, mais je vous laisse nous en dire un tout petit peu plus. Bonsoir.
Alors d'abord, moi j'aimerais, c'est rituel, mais c'est vraiment du fond du cœur, remercier la Cinémathèque pour cette collaboration avec... Voilà, je recommence. Ce que je disais, c'était que j'aimerais d'abord, et vraiment du fond du cœur, remercier la Cinémathèque pour cette collaboration avec la campagne Droits sans frontières, et remercier aussi Inès d'être venue, Inès Campan, d'être venue pour cette soirée. Donc la campagne Droits sans frontières, c'est une campagne, c'est une alliance d'une cinquantaine d'organisations, de la société civile suisse, des organisations de développement, des organisations de droits humains, d'environnement, des grands syndicats, des organisations d'actionnaires, qui se sont en fait alliés pour lancer cette campagne, c'était en novembre de l'année dernière, dans le but justement de demander au Conseil fédéral, à notre gouvernement, de demander au Parlement de prendre les mesures nécessaires pour que les multinationales dont le siège est en Suisse respectent les droits humains et l'environnement partout dans le monde. Et pour ça, nous avons une pétition, d'ailleurs que j'invite tout le monde à signer à la fin de la projection, s'ils n'ont pas encore fait, qui sera déposée en juin au Parlement. Voilà. Voilà, on aura le temps de parler de tout ça tout à l'heure. Évidemment, on fera circuler un micro dans la salle pour que chacun d'entre vous puisse poser des questions et réagir. Je crois que c'est le moment de découvrir À ciel ouvert, sorti en 2009 et inédit pour la plupart d'entre vous. Une très belle projection et à tout à l'heure. Voilà, je crois que le moment est venu maintenant de parler un tout petit peu de ce qu'on a vu et de ce qu'on a ressenti. J'accueille Inès Campan, la réalisatrice de ce documentaire. Et puis aussi Michel Heger, Droits sans frontières, qui doit être quelque part dans la salle, mais comme la lumière est quand même super violente, si on peut d'ailleurs la baisser un tout petit peu, ce serait sympa. Je ne vous vois pas très bien. Donc si on peut juste baisser un petit peu la lumière, c'est sympa. Inès Campan, on va commencer la conversation. D'abord, bon, vous avez tourné dans beaucoup de pays du monde, vous avez tourné au Yémen notamment, vous avez tourné au Maroc. Qu'est-ce qui vous a amené en Argentine? Et qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser à ces gens délaissés sur les hauts plateaux andins et méprisés par une compagnie minière? C'est vrai que ce film, comme je vous disais, il y a eu 3 ans de tournage, mais c'est vrai qu'à l'origine, c'est un peu une longue histoire que j'ai moi avec l'Argentine. Donc je ne suis pas du tout argentine. Et c'est vrai que en fait, j'ai eu l'occasion, la première fois que je suis allée sur ces territoires-là, c'était en 96 en fait. Et donc là, je ne faisais pas du tout de cinéma à cette époque-là. Et j'avais pris plus ou moins une année sabbatique après mes études en biologie en fait. Parce qu'avant je faisais de la recherche en biologie, je ne faisais pas du tout de cinéma. Et donc en fait, j'ai passé 2 mois donc, dans cette région d'Argentine. Et au moment où je suis arrivée dans cette région, c'est vrai que c'est des territoires moi, qui m'ont tout de suite parlé. Et au moment où j'arrivais dans ces territoires, à cette époque-là, en fait, les populations subissaient la fermeture des anciennes mines, en fait, parce que c'est des régions, comme vous avez pu voir, depuis la nuit des temps, il y a toujours eu des ressources exploitées. Et donc, en fonction des conjonctures, voilà, soit c'était l'Eldorado, soit c'était l'exode complet, parce que les minerais ne s'extrayaient plus. Et mon premier contact avec l'Argentine, ça a été sur ce territoire avec les mines qui fermaient et les gens qui se retrouvaient sans travail. Et les mines fermées parce que le cours des métaux avait chuté à cette époque-là. Et après, donc, j'ai eu l'occasion de retourner, bon, pour des raisons des personnels, de nombreuses fois en Argentine. Et mon premier contact, en fait, avait été avec la communauté que vous voyez, qui se bat pour la construction de son école. Et mon premier lien avec cette communauté date de 96. Et à cette époque-là, déjà, il se battait pour le leader que vous voyez dans le film, en fait, déjà abriter chez lui 70 élèves dans sa maison pour pouvoir assurer l'éducation de ces enfants-là qui n'avaient pas d'école. Et en fait, au fil de mes visites en Argentine, chaque fois, je repassais par cette communauté. Et chaque fois, je constatais que rien n'évoluait. Et quand j'y suis retournée après la crise en 2002, j'ai vu qu'un gazoduc se construisait à 5 km de l'école. Voilà. Et là, je me suis dit, tiens, ils n'ont toujours pas de toit, mais apparemment, il y a un gazoduc qui se construit, la route se goudronnait. Et voilà, ça m'a mis la puce à l'oreille et j'ai commencé à enquêter un peu et j'ai pris conscience qu'en fait, il y avait au niveau du gouvernement argentin, il y avait une grande stratégie de couloirs miniers qui serait activé parce que les cours des métaux devenaient à nouveau intéressants et ça annonçait la réactivation de toutes les anciennes mines. Et c'est vrai que ça m'a mis en colère en fait. Et voilà, et donc j'ai dit, bon mais là, entre-temps, je m'étais mise à faire du cinéma et donc là je me suis dit, bon mais voilà, maintenant je vais raconter cette histoire. Mais je ne savais pas du tout sur quoi je partais en fait. Voilà.
On a, pas mal d'entre vous ont peut-être vu le film de Fernand Melgar, ici même, il y a quelques mois. C'est un film aussi où il n'y a pas de voix off, il n'y a pas de commentaires, on ne désigne pas les gentils, on ne désigne pas les méchants, mais on montre à voir. Vous nous avez dit d'ailleurs en début de séance que ces gens prenaient le temps, aimaient prendre le temps, et vous prenez le temps avec la caméra. D'ailleurs, quelque chose de remarquable, c'est qu'on cette immersion parmi ces communautés se fait gentiment, on écoute les conversations, on comprend les processus, on voit ce qui marche, on voit ce qui les encourage, on voit ce qui ne marche pas. C'est vraiment une immersion tranquille, paisible, mais à l'écoute. Alors, c'est vrai que bon, alors c'est vrai qu'il faut comprendre que ces lieux sont quand même très reculés. Donc c'est vrai que quand j'allais tourner là-bas, en général, je partais 2 mois. Parce que déjà, il faut au moins 10 jours pour y arriver dans ces communautés. Déjà, enfin, moi, depuis Toulouse jusque dans ces communautés, il me faut au moins 10 jours en termes de transport quoi, pour pouvoir y arriver. Et ensuite, c'est vrai que alors, la difficulté, ce sont des gens des montagnes qui sont très taiseux. Ils parlent très peu. Donc en fait, le problème c'est... Mais par contre, quand ils parlent peu, mais quand ils parlent, ils disent l'essentiel. Voilà. Donc il faut quand même passer du temps avec eux, être vraiment en immersion longtemps pour pouvoir capter ça, parce qu'il y a aussi une relation de confiance. Et c'est vrai que par rapport à d'autres populations dont j'ai pu filmer dans le monde, c'est vrai que c'est des gens quand même qui sont très rentrés aussi du fait de leur histoire, parce qu'ils ont quand même ils ont subi beaucoup de tromperies. Donc ils sont voilà, leur manière de fonctionner aussi est assez souterraine. Et vous avez choisi ce type de cinéma où on n'explique pas, mais on... Voilà, mais parce que pour moi, il se passe beaucoup de choses dans les regards aussi, parce que c'est leur manière de communiquer aussi. Enfin, eux, ils sont beaucoup dans le silence, parce qu'ils vivent dans le silence aussi. Enfin, voilà, ces territoires, hein, ils passent leur temps à garder les lamas. Enfin, c'est leur mode d'être aussi. Enfin, par rapport... Et c'est vrai que moi, enfin, mon idée, c'était de le respecter au maximum et de montrer aussi, enfin, voilà, à travers moi, il parle, mais quand il ne parle pas, pour moi, il se dit beaucoup de choses. Enfin, voilà, donc c'était ça aussi que je voulais capter, parce que c'est leur manière de communiquer, je pense aussi. Enfin, voilà. Et donc, c'est vrai que chaque fois, j'y restais 2 mois. Donc, c'est vrai que 2 mois, c'est long là-haut, quoi. Enfin, je veux dire, j'avais quand même du temps à passer avec eux aussi. Donc, mais c'est vrai que le temps que j'ai consacré, c'est surtout pour la confiance. C'est vrai qu'en fait, enfin, moi, ce qui était assez agréable au fil du tournage, c'est que plus ça allait, plus ils m'offraient quelque part leur parole, qui est quand même très difficile à récolter là-haut, quoi. Voilà. Ce qui frappe aussi, c'est qu'on est en Argentine, hein, on est quand même dans un des pays qui n'est pas du tout les plus riches du monde, mais c'est une démocratie, il y a des ressources, et voilà un pays qui a des lois qui protègent les gens, qui protègent les individus, et qui accepte de se faire marcher sur les pieds, littéralement, par une grande compagnie canadienne. Le problème, c'est ça, c'est qu'à la base, il y a des lois, il y a une législation, donc en l'occurrence, par rapport à ce problème justement de ressources naturelles en Argentine, ces ressources que vous voyez, en fait, normalement, ces communautés, elles ont des droits. Donc elles ont des droits au niveau international, où il y a plusieurs niveaux de droits, mais au niveau de la Convention 169 de l'Organisation internationale du travail, il est stipulé que toute communauté aborigène qui vit sur un territoire de façon ancestrale, normalement, doit être consultée. À partir du moment où il y a l'exploitation de ces ressources, elle doit être consultée. Et elle doit toucher un pourcentage des bénéfices de l'exploitation de ces ressources. Donc ces premières lois, déjà, enfin, c'est complètement bafoué. Il y a aussi au niveau d'autres textes internationaux qui stipulent ça. Après, il y a la Constitution argentine qui a été ratifiée en 2000, qui raconte la même chose, qui dit c'est vraiment dans la Constitution argentine, c'est-à-dire que ces communautés doivent être consultées et toucher un pourcentage. Mais comment ça se fait que le gouvernement argentin finalement accepte? Et oui, parce que vous m'avez dit un truc incroyable tout à l'heure, vous m'avez dit l'Argentine touche 3% de la valeur de l'argent qui sort de ces mines et même de celui qui est déclaré. Donc voilà, c'est le paradoxe, justement. Et ensuite, il y a donc ces lois internationales, cette convention nationale, et après il y a les lois provinciales, entre autres le code de la mine, et c'est ce code de la mine qui est appliqué. Et ce code de la mine, qu'est-ce qu'il dit? Il invite les multinationales à venir en leur disant « Venez et on vous assure une stabilité juridique et fiscale de 40 ans, et vous n'aurez à verser que 3% de la matière brute extraite déclarée à la province argentine en fait, dans laquelle vous... » Donc c'est clair que c'est un pillage intégral. Et c'est vrai qu'en plus, l'Argentine, globalement, reçoit très peu de cette invitation à venir extraire leurs ressources. Ils ne touchent que 3% de la matière brute extraite déclarée. Et en plus, il faut bien savoir que ce peu d'argent qui revient de l'Argentine, il part directement dans le système de corruption des gouverneurs de province, parce qu'il n'a aucune retombée en fait, pour les populations locales, quoi. Donc, et alors, il y a 2 ans, quand j'y étais à un moment donné, le gouvernement, justement, les cours des métaux ont reflambé.
Et donc le gouvernement argentin a dit on va peut-être demander 10%, on va passer de 3% à 10%. Donc là il y a eu voilà, au niveau du Congrès à Buenos Aires, il y a eu des textes de loi, ils ont essayé de faire appliquer des changements. Et en fait ça a duré un mois les discussions et les multinationales leur ont dit bah, si vous faites ça, nous on va voir ailleurs. Enfin, voilà, donc ça s'est terminé comme ça. On va faire le lien avec Droits sans frontières parce qu'on est dans le contexte d'une campagne, Michel Heger. Donc là, c'est des Canadiens. Bon, on voit bien que c'est une grosse multinationale. Notre Man in Black, là, avec ses lunettes et son casque bien, un gros accent australien, c'est des consortiums mondiaux. Mais c'est des Canadiens, des Australiens, mais c'est pas si loin de nous. Si vous faites circuler une pétition en ce moment en Suisse, c'est que ça nous concerne aussi. Complètement, c'est-à-dire que ça pourrait tout à fait être une entreprise suisse. D'ailleurs, en Argentine, par exemple, Glencore est présent, Xstrata est présent. En ce moment même, d'ailleurs, il y a un gros projet de mine en Argentine de Xstrata qui provoque d'ailleurs des résistances très fortes de la population. Il y a même des manifestations, il y a des répressions qui sont même financées, organisées par Xstrata. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui... Et puis il faut savoir que la Suisse, c'est non seulement le pays qui a le plus grand nombre de sièges de multinationales par habitant au monde, d'ailleurs qui en attire de plus en plus, et en particulier dans le domaine de l'extraction minière et des matières premières. 7 des 12 plus grandes entreprises suisses sont dans ce domaine des matières premières et de l'extraction minière. Donc on est déjà, je veux dire, complètement dans cette problématique. Et puis je crois alors que vraiment par rapport à la campagne, le film ne pouvait pas mieux tomber parce que la problématique pour nous, en tout cas en Suisse, c'est justement l'importance de ces multinationales et le fait que ces multinationales, en particulier leurs filiales dans ces pays, commettent de très graves violations des droits humains. Et là, les droits humains, en l'occurrence, c'est aussi le droit à la terre, c'est le droit à l'éducation, c'est le droit à l'eau, le droit à un travail décent, hein, donc il faut vraiment voir tous les droits humains, et elles commettent aussi de graves atteintes à l'environnement. Alors c'est vrai qu'en général, ce qu'on remarque, c'est que les victimes, et c'est ça notre préoccupation, les victimes ont énormément de peine, voire c'est quasi impossible pour elles, d'avoir accès à la justice et d'obtenir réparation. On le voit bien même dans un pays comme l'Argentine, qui est pourtant pas qu'un pays qui a quand même un certain système judiciaire, qui a un ordre juridique. Vous venez de le rappeler, on ne peut même pas comparer ça à des pays comme le Congo ou d'autres, où là, c'est vraiment l'ordre judiciaire, l'ordre juridique est extrêmement déficient. Mais donc, ils n'arrivent pas à accéder. Et alors, nous, et puis on voit les multinationales qui disent, mais bon, on voit au début la Silver Standard qui visiblement a tout un programme de responsabilité sociale, qui veut être un modèle au monde en matière de standards. C'est ça qui frappe dans le film, d'ailleurs, on a presque l'impression que ces gens sont convaincus de faire le bien. On est presque là à penser qu'ils sont sincères à un certain stade. C'est vrai qu'il y a de tout à l'intérieur. Et alors justement, pour revenir à ça, c'est de dire maintenant, oui, alors c'est très bien qu'elles fassent des programmes de responsabilité sociale, etc., mais ça ne suffit pas. Et il faut maintenant aussi que les maisons mères de ces filiales puissent assumer la responsabilité par rapport aux violations qui sont commises par les filiales dans ces pays. Parce que le problème, c'est qu'elles engrangent des bénéfices, parce qu'une grande partie des bénéfices, il est rapatrié dans les pays où sont situées les maisons mères, mais que ces maisons mères, en réalité, pour des raisons juridiques, n'ont absolument pas à assumer la responsabilité des actes qui sont commis par leurs filiales. Et nous, c'est ça qu'on veut changer, précisément. On veut qu'il y ait un accès à la justice suisse à partir du moment où ils ne peuvent pas accéder à une justice, à une réparation dans leur pays. La question qu'on peut se poser d'un point de vue presque un tout petit peu cynique, c'est qu'une multinationale, comme on l'a vu ici, laisse tellement peu derrière elle. Finalement, même les promesses qu'elle fait, elle ne les tient pas, et elles sont déjà très faibles. Pourquoi, du point de vue de l'entreprise, on peut imaginer qu'elle aurait un intérêt à éviter ce genre de film, à éviter ce genre de campagne, et finalement à laisser quand même un tout petit peu plus? C'est sûr que moi, c'est une des questions que je me suis posée assez rapidement, mais visiblement, je pense, étant donné qu'ils agissent tous de la même manière, c'est que certainement il y a une raison à la base. Je pense qu'ils ont décidé de ne pas lâcher ça, parce que s'ils lâchent ça, après, voilà, ça peut se répercuter. Et en particulier, il faut quand même savoir que tout ce qui est responsabilité sociale d'entreprise, c'est quand même écrit sur les brochures, c'est ce qui circule pour convaincre les investisseurs, mais quand même concrètement sur le terrain, ça n'existe pratiquement pas, quoi. Donc ça, c'est quand même déjà
voilà, c'est quand même important à savoir, c'est que tout ce qui est engagé par écrit, concrètement sur le terrain, ne se concrétise pas. Donc là aussi, voilà, on est quand même dans un double discours. Pour moi, on est vraiment dans une guerre de communication aussi, c'est-à-dire qu'ils sont dans une guerre de communication et qu'ils ont très bien maîtrisé au début, parce que c'est vrai que c'est facile d'agir vis-à-vis des populations comme ça, ou en Afrique, des gens qui ont du mal à, justement sur la partie communication, dans un temps court à réagir. Et c'est vrai que maintenant ça devient plus compliqué, parce que c'est vrai que ces populations-là, par exemple le film, vous le voyez, je l'ai filmé il y a déjà 3-4 ans, en fait, la résistance est bien plus organisée, les gens ils sont capables de réagir, justement, de faire circuler l'information dans l'autre sens, de contrecarrer tout ça. Et je pense que c'est quelque part, ces entreprises craignent ça, enfin, ils savent qu'à partir du moment où aussi on leur donne accès à la formation, on leur donne accès à ces outils, qu'on les finance dans du vrai développement, le développement auquel ils ont droit, ils savent que pour eux ça va devenir beaucoup plus coûteux, quoi, à un moment donné. Et donc que finalement la rentabilité va être moindre. Donc je pense que c'est des calculs, là à ce niveau-là ils sont capables de calculer à long terme. Voilà. Je crois que là, par rapport à votre question, il y a un système actuellement qui est un système qu'on pourrait appeler le système du capitalisme globalisé, où d'ailleurs le capital n'est plus du capital industriel, c'est du capital financier. Et la logique de ce système, qui est un système d'ailleurs de mise en concurrence complètement dément, c'est effectivement la rentabilité à court terme du capital. Et quand on va dans des pays comme ça, ce qu'on veut, c'est simplement faire un maximum de profit dans le moins de temps. Ils reviennent tout le temps, on va exploiter cette mine, ça dure 14 ans, enfin c'est extrêmement court. Et là, il y a effectivement ce choc des temporalités que je trouve qui ressort très très bien dans le film. Mais c'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, c'est la logique d'un système dont ces entreprises sont évidemment des acteurs majeurs. Et c'est vrai qu'ils sont prêts, par exemple, si en admettant que ce soit plus rentable dans 1 an ou 2, ils sont capables d'arrêter. Voilà. Parce que moi, je sais qu'au moment où je filme, à un moment donné, je racontais, il est question de goudronner la route, soit du côté chilien, soit du côté argentin, pour faire circuler les minerais extraits. Et à un moment donné, je pose la question à un des ingénieurs, je lui dis, vous allez goudronner côté chilien ou côté argentin, parce que la route était encore en piste. Ils me disent, on attend quelques mois en fonction des cours de la bourse. Enfin voilà, et c'est sorti naturellement. Enfin, pour eux, c'est ça, quoi. Donc c'est vraiment une adaptabilité au marché en fonction de... Donc là en ce moment tout va bien pour eux parce que le cours a flambé, le cours des métaux, mais s'il s'avère que, je sais pas, dans 2 ans tout d'un coup ça devient beaucoup moins intéressant, et que peut-être, alors justement cette même entreprise, donc là ce qui est en train de se passer en ce moment sur ce territoire, c'est le lithium qui devient la ressource première à exploiter, et une entreprise comme Silver Standard, elle est en train de développer aussi une mine pour l'exploitation du lithium, et peut-être qu'à un moment donné, si c'est plus rentable pour eux d'exploiter le lithium, ils seront peut-être mis à Pilquitas, peut-être qu'ils le revendront à une autre multinationale. Enfin, voilà. C'est vraiment, on est dans une espèce de jeu, déjà une espèce de Lego, un jeu de construction au départ, et après, on monte, on démonte, on va ailleurs, on déménage. Enfin, voilà, c'est vraiment, ils sont flexibles à ce niveau-là. Dans quelques instants, je vais faire circuler 1 ou 2 micros dans la salle, donc si vous avez des questions, préparez-les déjà dans la tête. Mais je voulais juste dire, ce film a été montré pour la première fois il y a presque 3 ans. Vous êtes resté en contact avec les protagonistes du film, et puis, en quelques mots, qu'est-ce qui se passe là-bas maintenant? Donc, alors c'est vrai que moi je filme à un moment donné, mais c'est vrai que depuis, l'histoire elle continue avec des conflits, avec des victoires, avec des défaites. Et alors, dans les bonnes nouvelles, quelque part, l'école a été construite, je vous rassure, ce que vous voyez. Et donc d'ailleurs, la première projection a eu lieu justement sur les murs de l'école qui venait à tout juste d'être construite. Et donc ça, c'était la bonne nouvelle pour cette communauté. Mais par contre, cette communauté-là, comme je vous dis tout à l'heure, en fait, vous avez vu qu'il y a des salines en fait autour. Et cette communauté est au cœur du territoire des salines, qui est vraiment au cœur de la nouvelle exploitation du lithium qui se profile, avec donc des multinationales japonaises, canadiennes, d'Afrique du Sud. Et donc, il est question là, en fait, de déloger cette communauté pour exploiter le lithium. Donc, ça veut dire que là, ils ont eu leur école, mais il est fort possible que l'école devienne vite obsolète parce que tout va être rasé pour l'exploitation du lithium. Donc là, par contre, l'exploitation du lithium, là, il y a vraiment une résistance locale qui s'est mise en place avec les différentes communautés. Et finalement, grâce à l'expérience de cette première mine à Pilquitas, qui a été quelque part une bataille perdue parce que les gens ont été pris de court. Enfin, c'est la première fois
que des mines à ciel ouvert comme ça apparaissaient un peu. Enfin, donc là, sur ce combat-là, c'est vrai que la mine fonctionne bien et que quelque part, voilà. Et par contre, ce qui s'est passé, c'est que pendant toute la lutte en fait, qui s'est mise en place au moment de cette mine a permis quand même de contrecarrer de façon plus efficace les nouveaux projets qui sont en train de vouloir se développer sur ce territoire. Donc là, il y a vraiment une résistance active de ces populations locales contre l'installation du lithium. Voilà. Donc ça, c'est le côté enfin, voilà, sur ce territoire. Et après, concernant la mine Silver Standard, c'est vrai que toutes les promesses, enfin, ce que je laisse un peu présenter dans le film, enfin, rien n'a été appliqué. Enfin, donc, bien sûr, les gens n'ont pas de gaz, ils continuent à avoir très froid, parce qu'on est quand même à 4500 mètres d'altitude là. Il faut savoir qu'en hiver, les gens n'ont rien pour se chauffer. Et ils avaient quand même réussi à acheter les populations en leur promettant qu'ils auraient le gaz dans un an, quoi. Donc il y a beaucoup de gens qui avaient cédé leurs terres parce qu'on leur promettait le gaz. Si on peut comprendre, enfin, voilà, qu'à ces altitudes-là, quand on promet le gaz, on peut être tenté. Et en fait, donc les gens ont réalisé que toutes les promesses, en fait, les promesses d'embauche, les promesses de gaz, enfin, rien n'a été appliqué. Donc concrètement, la mine tourne, mais c'est une mine de haute technologie avec très peu de main-d'œuvre en fait. Hein. Donc c'est surtout de la main-d'œuvre chilienne, péruvienne, argentine, mais ils font venir par exemple. Il faut savoir que dans ces mines-là, par exemple, au nord, ils font travailler les gens qui étaient en Patagonie. Ils vont prendre de la main-d'œuvre de Patagonie. Et en Patagonie, ils vont envoyer les gens du nord pour aller travailler dans les mines de Patagonie. C'est une volonté justement d'éloigner, surtout qu'il n'y ait pas de. Voilà, que les gens soient loin de chez eux, qu'il n'y ait pas de syndicats qui se montent, que s'il y a un accident, ben, on n'est pas au courant parce que si ça se passe à 4000 km de là où est la famille. Ben, tout est pensé. Surtout, il ne faut pas que les gens se fédèrent. Voilà. Donc tout ça, ça marche bien dans ce type de stratégie. Ok, je crois qu'on va faire descendre 2 de ces 3 micros dans la salle. Le moment est venu, je crois, de poser vos questions à Inès Campan, à Michel Heger. Je vais prendre celui-là, je vais vous laisser vous partager celui-là. Je crois que c'est la meilleure façon de s'organiser.